Ah, j'avais beaucoup hésité à introduire dans ce séminaire Rimbaud, puisque vous l'avez compris, nous avons parlé jusqu'ici beaucoup du style tardif et du sénile sublime. Or, Rimbaud ne s'inscrit pas tout à fait dans cette lignée-là. Et pourtant, il m'a semblé, en préparant ce séminaire, que la question initiale étant celle de l'interruption, de la décision d'arrêter, de la cessation d'activité littéraire ou de la reprise de cette activité sous une autre forme, il était important de parler de Rimbaud. J'ai donc demandé à Alain Borer de venir nous parler de lui, puisque depuis de nombreuses années, je le connais comme Rimbaldo quelque chose. Rimbaldo l'âtre, en tout cas, qu'il a beaucoup publié, beaucoup écrit sur Rimbaud, notamment cette œuvre-vie qui avait été publiée dans les années 1990, mais beaucoup d'autres choses, qu'il a suivi l'itinéraire de Rimbaud loin dans le monde, dans l'outre-monde, ultra, comme je disais tout à l'heure. Et en outre, lorsque je lui ai proposé de venir, il m'a dit qu'il préparait quelque chose, encore, sur Rimbaud et sur la fin de la carrière littéraire de Rimbaud. Donc, il me semble qu'il s'imposait dans ce panorama, et le titre qu'il a donné à son intervention est un peu sévère, puisque c'est le suicide de Rimbaud. Vous avez la parole. Merci Antoine Compagnon. Je suis très sincèrement touché, heureux et fier de répondre à votre invitation. Et j'en suis très honoreux, mais cette invitation donne de l'éclat à votre problématique autant qu'à nos démarches. Rarement, nous, et j'inclus dans ce nous les amis de Rimbaud présents, les éminents rimbaldiens, André Guyot, mes amis écrivains, ou un grand poète contemporain, Michel de Guy. J'inclus ce souci que Rimbaud représente, et rarement donc nous aurons réuni les trois conditions pour poser les problématiques d'Antoine Compagnon. D'abord, ce sujet absolument passionnant qui a nom Arthur Rimbaud. C'est ce lieu parfaitement prestigieux du Collège de France qui ne répond pas tout à fait, cher Antoine, aux conditions d'intimité que parfois la poésie requiert, mais aussi et davantage cette perspective de la fin de la littérature, au double sens que vous évoquez, celui d'une fin terminale et aussi celui des fins, sinon du vaut-dessous
de Hölderlin, problématique à laquelle Arthur Rimbaud a associé son œuvre et sa vie, problématique qu'a Vouziers, en 1976, ont formulée de cette façon. Maintenant que vous allez à Vouziers, je vais voir la seule personne au monde qui signe encore Rimbaud, Madame Tessier, la fille de Frédéric Rimbaud, le frère d'Arthur. Madame Tessier, je vous remercie beaucoup de me recevoir. Ah, mais il n'y a pas de quoi, monsieur. Moi aussi, ça me fait plaisir. Arthur Rimbaud était votre oncle, n'est-ce Oui, pas? c'était mon oncle, oui. Mais le quand... frère de mon père. Oui. Quand il est mort, vous aviez 6 ans. 10 ans. Mais vous ne l'avez pas connu. Non, je l'ai pas connu. Et puis, on ne pouvait pas, on avait des parents qui ne s'occupaient pas de ça. Quels étaient vos rapports avec Madame Rimbaud? Très mauvais. Quand, plus tard, quand il ne voulait pas nous recevoir. Elle n'était pas gentille avec vous? Ah, ne recevait pas. Ah non. Mais quand vous l'avez vue, comment ça s'est passé? Elle m'a donné un coup de pied, je ne sais quoi. Elle m'a renvoyé. Elle m'a renvoyé à voir ailleurs. Elle ne s'est jamais occupée de vous? Ah, jamais. Si, elle s'est occupée pour nous conduire à chez les sœurs, pour nous conduire une fois. Et elle a dû payer une fois. Vous avez connu Isabelle Rimbaud? Ah oui? Ah ben Isabelle, je l'ai bien connue. Elle, c'est elle qui me recevait à Paris. Sans ça, je n'aurais eu personne. C'est elle qui me recevait. Mais sa mère ne savait pas. Sa mère ne le savait pas. Sans ça, elle n'aurait pas été contente, la mère. Il fallait que les filles de Rimbaud, ils crèvent, ça ne fait rien. Ah oui. Vous croyez qu'elle était aussi comme ça avec Arthur? Et je crois que oui, moi. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi si bien. Différents clivages nous empêchent d'aborder la question Rimbaud. Il y a par exemple les Rimbaldiens nomades qui s'opposent aux Rimbaldiens sédentaires. Les nomades se répètent, les sédentaires se contredisent. Il y a d'un côté les biographes et de l'autre les analystes de textes. Ils ne se rencontrent que très rarement. Et puis il y a surtout dans le cas de Rimbaud une séparation entre le Rimbaud génial du portrait de Carjat et celui qui semble lui succéder et que, par exemple, André Breton appelle un assez lamentable polichinelle. Un instant, ce soir, je vous invite à oublier, si l'on peut le faire, nos catégories mentales et à nous interroger sur le poème Vagabond des Illuminations, dans lequel Rimbaud écrit « J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil, et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moins pressés de trouver le lieu et la formule. » Devant cette expression, cette formulation, moins pressé de trouver le lieu et la formule, la critique a souvent adopté la position d'André Breton, qui consistait à dire on ne va pas interroger cette formulation obscure. Cela fut confirmé par Jean-Pierre
par Jean-Pierre Richard en 1955, qui disait qu'il n'y a pas de symbolisation particulière sur ce point. C'est en ce sens que je vous invite à réfléchir en dehors des catégories de séparation que j'évoquais tout à l'heure et à nous poser seulement la question de savoir ce que l'on sait, ce que l'on peut dire à propos de ces éléments pressés. Il est très frappant de voir que Rimbaud est un homme pressé. L'urgence est son état. Il vit en permanence en état d'urgence, et même sans doute quand il passait ici, rue des Écoles, comme dans le roman d'Alain Blottière, pour aller rue Saint-Jacques, à l'Hôtel des Étrangers, tout à côté, ou en 1870, à la place Maubert. Cette hâte s'entend dans l'œuvre. Vite un crime que je tombe au néant. La science ne va pas assez vite pour nous. Il faut que la lumière gronde et que la prière galope. Cette hâte d'un jeune homme de 16 ans, de 15 ans, qui prétend en avoir 16, cette hâte d'un homme de 35 ans qui dira « il me blanchit un cheveu à la minute » ait eu lieu ici même, dans ce Collège de France, qui est en Rimbaldi pour nous autres. C'est-à-dire, lorsqu'il prit un jour l'autobus impérial à la place des Halles, il était c'est un tout petit détail, il était en compagnie du grand poète Germain Nouveau, qui témoigne et qui dit « Nous étions à l'étage de l'autobus impérial, à la place des Halles, ou Halles, et Rimbaud disait « Faut-il qu'un temps si précieux se perde ?» Cela s'entend dans sa correspondance, qui, en accéléré en Éthiopie, est réduite aux abréviations. Quelques chameaux de marchandises, mise, inventeur en quelque sorte du fax. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idiorhythmie, chez Arthur Rimbaud en permanence. L'on ne comprend pas les renoncements de Rimbaud à la poésie si l'on ne voit qu'il abandonne la poésie constamment à tous les recueils et dans toutes les directions envisagées. À un moment ou à un autre, le projet est interrompu. Et d'abord, 1000 projets ont été interrompus. Par exemple, il y a un poème magnifique, mais on n'en sait rien, qui s'appelait « Les Veilleurs ». Verlaine, en 1884, écrit à Rimbaud une lettre perdue qu'il ne reçoit sans doute pas, ou dont on ne sait pas s'il la reçoit, en tout cas il est à Aden, dans laquelle on sait qu'il demande à Rimbaud s'il a encore le poème « Les Veilleurs », qui sont un poème de 150 hexamètres, dont Verlaine dit, alors qu'il est devenu l'éditeur de Rimbaud et que l'on ne connaît Rimbaud que par les soins de Verlaine, éditeur, qu'il est, je le cite exactement, ce que M. Arthur Rimbaud a écrit de plus beau et de beaucoup. À ce moment-là, Verlaine sait, puisqu'il en est l'éditeur d'abord, Rimbaud a écrit les Illuminations qu'il a soin lui-même de publier, et il sait lui-même qu'il est la Vierge folle dans une saison d'enfer. Ce que M. Arthur Rimbaud a écrit de plus beau et de beaucoup. Choses abandonnées à toute vitesse, probablement. En tout cas, il y a cette hâte convulsive avec laquelle Rimbaud lisait Le Bateau ivre, ici même, en arrivant à Paris, et un travail de la vitesse dans l'œuvre. Autrement dit, on peut dire que les recueils sont abandonnés à différents degrés d'avancée. Par exemple, le recueil des poèmes des Fugues, en 1870, est abandonné au moment où Rimbaud les recopie pour l'imprimeur.
Le recueil ultérieur, ensuite, les recueils, quand ils ne sont pas abandonnés, sont abandonnés à des degrés différents. La Saison en enfer étant le seul petit livre, d'ailleurs, qui arrive jusqu'à la publication. Ensuite, les Illuminations sont abandonnées au degré du manuscrit. On ne sait même pas dans quel ordre, même André Guyot ne le sait pas, où on devrait pouvoir publier, dans quel ordre on devrait publier ce recueil, si jamais, et pour autant qu'il soit constitué comme tel. La hâte est une donnée structurelle, par conséquent, de cet homme pressé. Cela se voit, s'entend, se lit, il faut le comprendre, dans l'œuvre elle-même. Par exemple, considérez le bateau ivre, bien sûr. Le bateau ivre de 1871 est écrit pour épater Paris, notamment, mais en cela que Rimbaud veut se faire reconnaître comme un parnassien. Alors, vous savez que dans la poésie française, les rimes sont disposées selon 3 millions de possibilités. Mais pour les parnassiens, qui font appuyer les rimes sur la consonne précédente, des rimes riches, il n'y a plus que 40 000 possibilités. Le bateau ivre, dans ses 100 vers, applique magnifiquement la convention parnassienne. Impassible, cible. Cela demande beaucoup de travail. C'est le même travail auquel ça donne pendant ce temps-là Mallarmé, qui écrit la prose pour des Esseintes de 1870 pendant 20 ans jusqu'en 1890, frappant sur l'enclume, cherchant Mallarmé des rimes absolument incroyables, comme monotonement, qui va rimer avec mon étonnement sur 5 syllabes. Donc un travail long de 20 ans que demande cet exercice et cette convention poussée plus loin par Mallarmé. Mais dans le cas des poèmes parnassiens, il y a cette donnée du temps qui fait que Rimbaud excède la donnée parnassienne. Regardez en cela que quelques mois plus tard, il va écrire, quelques mois seulement, les premiers poèmes en vers libre, Marine et Mouvement. Ces poèmes en vers libre sont le moment de l'histoire de la poésie où ce que l'on écrit est ce qu'on est en train de dire. Il y a disparition du travail, accélération de la vitesse. Et cette traversée, en quelque sorte, cette forme structurelle de la vitesse, de la hâte d'en finir, presque, s'implique dans la traversée de la poésie. Il y a cette dialectique par laquelle, on peut dire une sorte de dialectique par laquelle Rimbaud se débarrasse de toutes les contraintes formelles de la prosodie pour parvenir à une forme de prose qui serait en quelque sorte une fin de la littérature, c'est-à-dire une forme au-delà de laquelle l'on ne peut plus que déconstruire. En cela, il arrive au terme d'une histoire de la poésie, d'une histoire des formes. Il arrive à toute vitesse à quelque chose comme le dernier moment. Il prend la poésie de vitesse. Cette hâte ne cessera jamais. En 1891, il dicte à sa sœur Isabelle sur son lit d'hôpital à Marseille ses dernières lettres, et Isabelle est témoin de ce moment où, pris de fièvre, l'on assiste à un moment où Rimbaud, allongé sur son lit, parle par la fenêtre de son officine à Harar, en Abyssinie, et hâte ses
ses domestiques, les gens qui sont à son service. On assiste à cette scène. Et dans ce pays où la lenteur, où les rythmes de vie ne sont pas les mêmes, on voit qu'il participe, qu'il est sans cesse dans cette même hâte que l'on entend jusqu'à la fin de la dernière lettre et de la dernière phrase qu'il dicte à sa sœur Isabelle. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord. Moi, pressé de trouver. Trouver, c'est le verbe principal du 19e siècle. Après Baudelaire, il s'agissait pour Rimbaud d'aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Cela s'entend dans l'œuvre. Trouve des fleurs qui soient des chaises. Il s'agit de trouver sans cesse, et dans tous les domaines. Ensuite, par exemple, en 1891, on entend cette quête permanente dans cette lettre à M. Bottin, une lettre hâtive, M. Bottin, fabricant d'instruments de précision, où l'on entend sa curiosité insatiable, comme autant de direction de recherche. Aden, le 10 janvier 1881, Monsieur, je désire connaître l'ensemble de ce qui se fabrique de mieux en France ou à l'étranger en instruments de mathématiques, optique, astronomie, électronique, météorologie, pneumatique, mécanique, hydraulique et minéralogie. Et il ajoute, comme en forme d'humour involontaire, je ne m'occupe pas d'instruments de chirurgie. Et trouveur, c'est un trouveur d'ailleurs qui part en exploration du côté oriental de l'Afrique et qui ouvre un comptoir à Boubassa dans ces pays jusqu'ici inaccessibles aux Blancs pour aller, dit-il, dans cette lettre de Harare en 1881, trafiquer dans l'inconnu. Cette hâte de trouver étant constante, s'entend encore jusqu'au dernier moment de sa vie dans cette lettre dictée sur son lit de mort. Moi, impotent, malheureux, je ne puis rien trouver. Le dernier chien dans la rue pourra vous le dire. Moi, pressé de trouver le lieu, Rimbaud est cet homme que Verlaine appelait l'homme aux semelles de vent et qui finit la jambe coupée très haut. On l'entend déjà dans ses premiers poèmes latins, avec ses longs vagabondages, mais en poème aussi. Je suis le piéton de la grande route par les bois nains. Et il prenait sans cesse le train de 11 heures. Savez-vous ce que c'est le train de 11 heures dans cette époque où nous ne marchons plus 40 km par jour comme c'était la moyenne à l'époque? Le train de 11 heures, c'est ceci, le fait de marcher. Et à pied, s'exclame Mallarmé, lui ouvrant sa porte, rue de Rome, venu à pied, en effet, de Charleville, 220 km. Isabelle, sur son lit de mort donc à Marseille, recueillera ce souvenir. J'étais toujours à cheval, perdu dans des cavalcades énormes, qui rappellent les courses énormes dans les faubourgs qui eurent lieu aussi bien à Charleville qu'ensuite à Londres avec Verlaine. La marche comme élément, comme conduite permanente, la marche lyre, car en 1869-10, Rimbaud marche en lisant Helvétius. Cette marche est permanente. J'ai fait le calcul que Rimbaud a fait des voyages environ de 100 000 kilomètres au cours de sa vie. Il a pris sans cesse le train 11. Savez-vous que de Harare à Zeila, c'est-à-dire sur la côte, il y a environ 220 kilomètres, que l'on tranchait les jarrets des ânes ou des mulets une fois qu'ils avaient accompli une seule fois ce voyage sans chemin de Harare à la côte, et que, au témoignage d'Isabelle, Rimbaud a parcouru ce chemin 11 fois. Le train 11 encore.
Aden, Bruxelles, Chypre, Jeddah, Entoto, Fumé, Gibraltar, Harar, Innsbruck, Java, Combat au vent, Londres, Marseille, Naples, Obock, Paris, Roche, Stuttgart, Tungtang, Utrecht, Vienne, Warmbot, Yabata, Xylophagou, Zeila ou plus loin Zanzibar, dont il fut question 3 fois, marque le lieu rimbaldien, qui serait ce que l'on appelle en espagnol une querencia, c'est-à-dire un lieu de pâturage, paix des pâtis semés d'animaux, un lieu où s'arrêter, où séjourner, libéré du travail, libéré de la fatalité et au soleil. Et la querencia se reporte sans cesse. Il y a chez Rimbaud, permanence, une façon de reporter à plus tard, dans le temps, que l'on retrouve dans l'espace, une façon de reporter à plus loin, une sorte de procrastination qui fait écho à ce que l'on pourrait appeler une prolocation. Moins pressé de trouver le lieu et la formule. La formule, il l'a expliqué à son professeur Isambard, c'est une chose très simple. J'arrive dans une ville, il me faut une économie positive. Il faut trouver quelque chose à faire. Et sans doute l'entreprise littéraire, la poésie fut-elle une formule, la seule qui nous est destinée, mais c'est une succession de formules que la vie de Rimbaud. Répétiteur à Londres en 1874, et puis ensuite à Maison-Alfort en 1875, débardeur à Marseille, mercenaire des Indes néerlandaises en 1800 et déserteur en 1876, accompagnateur du cirque Loisset probablement en 1877, chef de carrière à Larnaca à Chypre en 1878, dirigeant employé à la maison Bardet d'Aden en 1880, trouvant une autre formule qui serait de vendre des armes, et légitimement. En 1886, constituant une longue caravane de chameaux, marqué R sur la cuisse, et ou petit détaillant à son compte, à Rare pour finir, sans parler de tous les métiers ratés. S'engager, comme l'on le montrait tout à l'heure, dans les carlistes, ou même l'idée de s'engager dans les prêtres pour partir pour la Grèce. De sorte que nous pouvons envisager une reconception. Je vais vous demander d'accepter le mélange, de ne pas catégoriser les éléments, quelques-uns seulement, bien sûr, que l'on connaît. Et pour ma part, en un livre où Rimbaud, L'heure de la fuite, chez Gallimard, j'ai développé bien davantage de tous ces éléments, de toutes ces occurrences, dans lesquelles tout entre de ce que l'on sait de la vie et de l'œuvre de Rimbaud. À présent, je reprends pour une première fois, la mise à jour
de la correspondance de Rimbaud. Attention, de toute la correspondance de Rimbaud. Depuis les premières lettres de novembre 1870 jusqu'à la dernière lettre de 1891, je vous invite à la lire de cette façon, en mettant à jour ce que l'on peut appeler le paradigme œuvre-vie. Moi, suis arrivé ici, lieu, après une traversée d'une dizaine de jours, lieu, et depuis une quinzaine, moi, retourne ici, lieu. Voici seulement, pressé que les choses commencent à mieux tourner, formule, moi, vais avoir un emploi. Comment est-ce que je passe à la suivante? Ici, hein. Donc, j'étais sur le paradigme de 1878, je n'ai pris qu'un échantillon très simple, et en 1879, vous voyez, par exemple, à l'Arnaca, de Charbonne, et jusqu'à tous les jours, toutes les lettres rentrent dans cette lecture. Voici à rare, pour moi, je compte, formule, quitter, formule, prochainement, presser cette ville-ci, lieu, pour aller, lieu, trafiquer, formule, dans l'inconnu, trouver, moi, vais acheter un cheval, formule, et m'en aller, lieu, est-ce qu'on travaille, formule, à Panama, lieu, portez-vous bien, adieu, pressé, moi, suis sorti au Harar et rentré à Aden, où j'attends, pressé de rompre mon engagement à la maison, formule, moi, trouver facilement autre chose. Le Caire, de même, abréviation, moi, formule, pressé, lieu, sans cesse. Jusqu'à 1891, moi, vous écris de Marseille, lieu, moi, suis à l'hôpital, on m'a coupé la jambe il y a 6 mois, moi, vais bien à présent, et dans une vingtaine de jours, pressé, moi, serai guéri, dans quelques mois pressé, moi, compte, formule, revenir au Harar, lieu, pour y faire du commerce, formule, comme avant. Il y a cette lettre d'Aden dans laquelle on peut trouver une forme d'explicitation de ce paradigme. Le plus important et le plus pressé, pour moi, c'est d'être indépendant n'importe où. C'est une sorte de mise au clair de ce signifiant. Mais à présent, je me permets de ralentir. Il faut examiner les conséquences théoriques de cette mise à jour dont je vous rappelle qu'après un bref échantillon ici, elle porte sur toutes les lettres, sans aucune exception, de Rimbaud. Premièrement, je voudrais faire quelques déductions logiques des lemmes et attirer votre attention sur 10 points rapidement. D'abord, avant tout, il s'agit d'un signifiant, c'est-à-dire d'un support matériel objectivé, et l'on parle enfin de quelque chose lorsque l'on parle de ce signifiant constant, très long, beaucoup plus long que la période seulement littéraire, et qui l'inclut. On parle de quelque chose et non pas de rien, de la poésie, dont le concept est un gaz. On ne parle pas du signifié, qui est, je vous écris de Marseille, et par lequel tout le monde a appréhendé, à son détriment d'ailleurs, la correspondance de Rimbaud, jusqu'à Albert Camus, qui la prend à témoin en disant à quel point le réel est pitoyable. Il s'agit bien du signifiant. Or, une deuxième remarque tient en ceci que l'on doit considérer en fait, la psychanalyse y a contribué, il faut rêver à une grammaire de la vie quotidienne. Et que dans ce comportement de la vie quotidienne, du côté du réel, du côté de la biographie, si l'on pouvait les séparer, on retrouve, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les séparer, la même grammaire dans
les comportements et les attitudes d'Arthur Rimbaud constamment. Il y a donc une grammaire conjointe que je propose cela d'appeler œuvre-vie, parce qu'elle n'est pas du côté de l'œuvre, laquelle est sans cesse interrompue et inachevée et abandonnée, mais aussi parce qu'elle règle à son inconscient les activités du sujet. Le sujet, Arthur Rimbaud, troisième remarque, il se connaît parfaitement. Moins pressé, il sait qu'il peut dire de lui, il est le seul qui a pu dire de lui avec grande précision qu'il est celui qui est pressé de trouver le lieu et la formule. Mais il parle de lui, dans ce cas, synthétiquement. C'est toujours l'esprit de synthèse qui fait le bond de la bête féroce. Autrement dit, Rimbaud sait qu'il est celui qui parle de lui comme synthétiquement, mais il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas analytiquement, c'est-à-dire il ne sait pas qu'il est en train de recommencer. C'est là. Une quatrième remarque. Ce paradigme présente un aspect scientifique. Je dis ce mot avec la précaution qu'implique notre institution prestigieuse, dans laquelle, d'ailleurs, le regretté Gérard Genette avait proposé jadis une chaire de sciences des textes. Les scientifiques du Collège de France lui avaient demandé s'il pouvait prévoir un texte. On ne peut pas prévoir un texte, mais on ne peut prévoir un symptôme. C'est même l'une des deux propriétés du symptôme. La première est d'être prévisible. C'est ce qui fait retour. Et la seconde est d'être caché là où l'on ne le voit pas, c'est-à-dire au premier plan, là où il crève les yeux. C'est ce que Freud appelle das Einzigerzug, ce que Lacan traduit par le fameux trait unaire, celui qui caractérise une répétition inconsciente acharnée. Lacan, d'ailleurs, poursuit cette remarque en disant, ce qui est très troublant dans le cas de Rimbaud, que la répétition est liée de façon déterminante à un objet perdu. On entend d'ailleurs aussitôt l'enjeu rimbaldien d'une saison en enfer, la clé du festin ancien. N'ai-je pas une fois? Cinquièmement, ces mots pressés de trouver le lieu de la formule ne sont pas tout à fait des mots et ne sont pas non plus tout à fait des thèmes. Ils seraient plutôt ce que le grand Jacobson, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Collège de France il y a une trentaine d'années, en 1972, et nous avons parlé 10 minutes de Rimbaud, appelait des mots-thèmes. Alors, les mots-thèmes ont cette particularité de faire que, par exemple, dans le cas de trouver, il n'y a que peu d'occurrences dans le lexique. Trouver, chercher. Dans le cas de la hâte, de même, il n'y a que peu de façons de dire la hâte, salutations empressées, à toute vitesse. Dans le cas de l'espace, au contraire, le mot-thème est d'une infinie variété dans celui de la formule aussi. Nous sommes donc devant des mots-thèmes avec une variable sémantique, mais aussi des actes qui sont de l'ordre de la variable sémantique. Dans un petit calepin, j'avais noté quelques-unes de ces occurrences, et je propose, en direction de recherche, d'appeler synactes, des textes qui se composent de la structure œuvre-vie, c'est-à-dire du paradigme que je viens de mettre à jour à cet instant. Dans quelques-uns de ces textes,
le paradigme est intégré. Ce sont ce que j'appelle les synactes, c'est-à-dire que dans les synactes, il y a à la fois la réalisation et la symbolisation, leur configuration. Tandis qu'il y a des textes dans lesquels n'apparaissent pas les éléments du paradigme œuvre-vie, il n'est pas douteux que Rimbaud les place dans la catégorie des frisbees, c'est-à-dire de ceux qu'il pourrait jeter par la fenêtre, quel que soit d'ailleurs leur génie, comme ceux que je nomme ici, et même peut-être voyelles, c'est-à-dire de ces textes qui sont du côté de ce qu'il appelait de façon stupéfiante la rinsure. Quoi qu'il en soit des synactes, la poésie, la question de la poésie se formule ainsi, c'est-à-dire, dans le cas de Rimbaud, cette grande question, quand Rimbaud abandonne-t-il la poésie? Eh bien, il abandonne la poésie à Stuttgart en 1875, c'est-à-dire, je le dis plutôt différemment, à partir du moment où commence le paradigme œuvre-vie complètement. Moins pressé de trouver le lieu, et la formule commence en 1875. C'est très étonnant, ce n'est pas très surprenant pour les Rimbaudien qui ont souvent avancé cette hypothèse. Cela correspond au fait qu'il y eut à Stuttgart le moment de la dernière rencontre avec Verlaine. Stuttgart est une sorte d'acte 2 du drame de Bruxelles, à propos duquel, comme vous le savez, Verlaine tire un coup de pistolet sur Rimbaud. À Stuttgart, c'est Rimbaud qui le laisse rouer de coups au bord du Neckar, mais il y a les illuminations en termes de manuscrits que Rimbaud apporte à Stuttgart. Et alors, cette phase de Stuttgart est vraiment, en effet, non seulement une répétition du drame de Bruxelles, mais l'abandon de la littérature, d'ailleurs l'abandon de même de ce recueil éblouissant, Les Illuminations, qui n'est pas porté à son terme, mais qui est un terme, une fin de la poésie, une fin pour Rimbaud, une fin en termes de l'avancement sémantique, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où il arrive à l'extrémité de cela. Une huitième brève remarque, c'est que le paradigme œuvre-vie correspond aux grandes questions de l'ontologie. Quand, quoi, où, comment. Pressé, c'est la dimension du temps, c'est la question quand. Trouver, c'est la question de la chose, la question quoi. Le lieu, c'est la dimension de l'espace, la question où. La formule, c'est la question du moyen, comment. La réponse, c'est jamais. Arthur Rimbaud n'a jamais répondu à aucune de ces questions qui sont celles de l'adolescence et probablement, à ses yeux, qui caractérisent les bourgeois. Les bourgeois, ce sont des gens comme moi qui ont fini, tôt ou tard, par répondre à une ou plusieurs de ces questions auxquelles Rimbaud n'a jamais répondu. En effet, ce paradigme œuvre-vie se conduit jusqu'à la fin. Dites-moi, moi, à quelle heure pressée moi, dois être transporté à bord, lieu, mort, 10 novembre 1891. Alors, une chose extrêmement troublante qui est celle par laquelle je prolonge cette démarche tient en ceci de la liberté libre. Cette formule merveilleuse mais suspecte de littérature, sinon de rhétorique, apparaît dès le début de la première lettre que l'on connaisse, celle de novembre 1870 à son professeur Isambard. Que voulez-vous, je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Eh bien,
Il faut prendre au sérieux cette formule philosophique parce qu'elle accompagne en permanence ce paradigme œuvre-vie. L'œuvre-vie, la liberté libre, c'est l'articulation du paradigme œuvre-vie. Il faut comprendre que la liberté libre, c'est la serrure dont le paradigme est la clé. La liberté libre, c'est la formule consciente qui s'articule absolument au paradigme inconscient. Cela veut dire, en clair, très simplement, que personne, jamais, n'a pu dicter quoi que ce soit à Arthur Rimbaud en termes de temps, lieu, espace, choses à faire. Telle est la raison pour laquelle Rimbaud vit 10 années au Harare. Le Harare, dit-il, enfin, le Harare, enfin, on y est libre. De sorte que l'on peut appeler, après la fin de la poésie, ce concept-là, de la liberté libre, comme souci constant, comme souci vital, on peut l'appeler poévie. Il y a cette recherche absolument constante que j'appellerais poévie, de liberté libre constamment, qui signifie que l'on ne peut jamais assigner à quiconque quoi que ce soit à Arthur Rimbaud. C'est cela qu'il enseignait, qu'il voulait enseigner, partager avec quelques compagnons. Il l'avait dit à Verlaine, qui n'en était pas capable. Avec moi, seulement tu seras libre. Et dans son plus beau poème, Laeti et Erabundi, Verlaine le dit, toi, libre parmi les plus libres. Il l'a essayé ensuite avec Germain Nouveau. Quelques mois pendant lesquels, curieusement, le paradigme œuvre-vie apparaît, moins pressé de trouver la formule dans la correspondance de Germain Nouveau, donc sous l'influence d'Arthur Rimbaud. Et Germain Nouveau non plus n'est pas en mesure de le faire, et ce n'est pas une question seulement, disons, de genre. Il y a Myriam, cette femme abyssine, pendant 6 mois, et puis il y a la recherche d'une femme qui serait en mesure d'accepter de le suivre, c'est-à-dire de partager ce souci vital de la liberté. Il avait ça pour lui-même, vivre en fils du soleil. Et il a pris en charge ceux de ses amis qui le prennent, qui ne pouvaient pas le suivre. Et puis, enfin, il y a le retour d'Égypte. Le retour d'Égypte, c'est-à-dire ce grand moment, le seul grand moment peut-être de la vie consciente d'Arthur Rimbaud en littérature, lorsqu'il se déplace 2 jours dans les ruelles du Caire avec en poche le journal en français, le Bosphore égyptien, qui reproduit son texte admirable d'analyse politique. Rimbaud publié, Rimbaud reconnu, Rimbaud lu dans les rues du Caire. Il vient de déposer son argent au Crédit Lyonnais. Et alors, normalement, disons, il devait aller au Japon. Sa mère avait compris et lui dit « N'es-tu pas dans l'Empire chinois ?» Or, Rimbaud revient, est obligé de rentrer. Il est obligé de rentrer au Harare à partir de 1887. Il doit retrouver sa maison. Il y a l'emprunt forcé de Ménélique, qui lui prend 4000 thalers. Il y a les échecs de projets commerciaux. Et puis 1000 brouilles multiples avec Césartian, avec Savouré, avec Borelli. Il y a la famine au Harare, une épizootie, des récoltes nulles, des hordes d'affamés, un défilé interminable des créanciers de l'abattu dont il assume. Bref, il y a le grand réel. Il y a enfin pour Rimbaud le grand réel. Rimbaud prend conscience du freinage cosmique. Il écrit « La vie est une comédie devenue atroce.
Nous n'y tiendrons plus longtemps. Dans ces conditions, survient, diraient les psychanalystes, comme par hasard, la chute de cheval, la piqûre de mimosa. Ce désespoir prend la forme d'une volonté inconsciente d'en finir. Comprendre Rimbaud, c'est comprendre qu'il meurt s'il est privé de liberté libre. Le ressort cassé ne reste plus qu'à appeler la mort en tombant de cheval. Nous sommes mieux aujourd'hui disposés à entendre que la mort relève le plus souvent d'une décision profonde. Rimbaud chute de ne pouvoir marcher. Il tombe de ne plus aller voir ailleurs. Il rompt sa hâte, brise sa formule. Il n'y a pas de meilleure façon de symboliser l'empêchement, désormais, que de tomber, pour le piéton de la grande route par tous les temps, jusqu'au supplice sûr de la jambe coupée très haut. Il est très frappant que se déclenche dès lors une synovie. En 1875, Rimbaud s'était rasé le crâne à la mort de sa sœur, Vitalie. On n'a pas suffisamment insisté sur le témoignage de son ami Ernest de La Haye, qui a parlé de son très profond, de sa détresse la plus profonde, qui fait que Rimbaud se rase le crâne, c'est-à-dire perd sa chevelure, sa puissance, son identité de poète révolté. Une très profonde tristesse, un désespoir, une forme de traumatisme le saisit en décembre 1875 à la mort de Vitalie, qui meurt elle-même d'une tumeur cancéreuse au genou, comme la sœur Isabelle mourra en 1919 d'une tumeur cancéreuse au genou, qui est celle que déclenche M. Arthur Rimbaud, rattrapé par le grand réel. De sorte que, fin de la poésie en 1875, échec de la poésie en 1891, échec de la poévie qui n'a pas si bien réussi. Le suicide de Rimbaud, dès lors, qui ne sait même pas qu'il choisit de s'anéantir par désespoir, apparaît comme un événement majeur d'une toute autre portée, car nul autre que lui n'a poussé aussi loin la quête absolue de liberté libre, d'une liberté que personne n'avait songé à demander auparavant, et nul autre à son insu. Pour citer ici même Yves Bonnefoy, saluer sa mémoire, ici même dans ce Collège de France dont il fut la fierté, Rimbaud était en mesure de prendre toute la liberté qui était possible en son temps. C'est pourquoi il est resté hors de la littérature, assurément, disait Fénéon, mais encore hors de toute société, mais au cœur de l'humanité, dont il démontre l'impossible absolu, c'est-à-dire la valeur sans la liberté libre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce parcours à travers l'œuvre-vie, comme tu dis, avec ces quelques points forts, la vitesse, la marche, la liberté. Je me demandais comment le titre que tu avais proposé serait introduit. Je me demandais s'il serait introduit, et il est venu dans le dernier moment. Je me disais en t'écoutant que l'expression ultissimus utilisée par Verlaine
était assez approprié, hein, ce superlatif, des superlatifs, si l'on retourne au sens ultra, qui est dans outre, c'est aller outre, et dans les divers sens que tu as exposés, il s'agissait toujours d'aller outre. Hein? Tu pousses sur le bouton? Oui, J'ai dit absolument. Absolument. C'est tout. C'est tout. Oui. La marche. Le premier point sur lequel tu as insisté, c'est la marche. Mais est-ce que tout le monde ne marchait pas au XIXe siècle? Tout le monde marchait. Oui. Oui, mais il y a une dimension expiatoire de la marche. Il y a une constante absolue de la marche. Et il y a... D'abord, c'est une recommandation de Rimbaud à son ami de La Haye, de beaucoup lire et beaucoup marcher. Et lui, il pratique même la marche lectrice. Et il y a une dimension symbolique très forte dans la marche chez Arthur Rimbaud. Allons, la marche, le fait de non seulement le vivre, mais encore de l'écrire sur tous les modes. J'irai, allons, j'irai, si nous allions. Il y a donc à travers la marche non seulement l'expiation, mais la recherche de quelques lieux qui n'existent pas, les splendides villes qui sont là dès le début. Les splendides villes sont dans Soleil et Cher en 1870, elles sont à la fin de la saison en enfer, elles sont dans le réel d'Arthur Rimbaud, qui les a vues d'ailleurs sous la forme de mirages en Arabie. Et elles sont le signe même de ce qu'il recherche en fond sans jamais pouvoir l'atteindre. Dimension symbolique de la marche. La vitesse, même chose, c'est pas un thème proprement rimbaldien. La vitesse est au fond un des thèmes qui apparaît très tôt dans le XIXe siècle. Il n'y a pas d'œuvre rapide. Comment? Il n'y a pas d'œuvre rapide. À la façon de Rimbaud, il n'y en a pas. C'est un épaulé jeté, Rimbaud. Oui. Tout est abandonné à toute vitesse. Et la façon dont la vitesse travaille l'œuvre, le passage tout à fait stupéfiant au vers libre. Tu vois, la question du vers libre, c'est quand même le fait qu'il écrit les 2 premiers poèmes en vers libre. Alors, pourquoi ne continue-t-il pas? Parce que Verlaine, probablement, lui dit « mais ça n'a pas de sens ». Pourquoi lui dit-il ça et que cela ne figure pas dans l'alchimie du verbe? Précisément parce qu'il y a cette réaction négative de Verlaine. Toutefois, il avait ouvert, bien avant que cela fût breveté par Gustave Kahn plus tard, il avait ouvert cette nouvelle forme. Et il ne s'en satisfaisait pas. Les illuminations viennent après par condensation à nouveau. Elles sont aussi abandonnées pour cette raison. Il n'y a pas d'autre exemple de la vitesse, c'est le contraire chez Mallarmé. Mallarmé, c'est un paradigme absolument inverse. La marche, tout absolument inverse à celui de Rimbaud. La vitesse est structurelle. Oui, chez Mallarmé, mais il n'y a pas que Mallarmé. Non, chez Rimbaud. Non, mais il n'y a pas que Mallarmé dans la poésie du XIXe siècle. La vitesse, c'est un thème qui est... Oui, il a été étudié par Claude Pichois. Oui. Hein. Alors, bien sûr, mais ce que Claude Pichois montre dans l'arrivée de la vitesse, c'est la façon dont Maupassant se retient à la calèche et l'accélération des paysages, mais ce n'est pas la vitesse intrinsèque du travail. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, pour tous les différents thèmes que tu as introduits, ils sont présents ailleurs, et au fond, ce qui est dans chacun, c'est l'outrance qui est commune à la démarche entreprise tout à fait, à travers ces thèmes. Tout à fait. C'est ça, parce qu'ils sont là ailleurs. Oui. Oui, mais ils sont là ailleurs pas comme signifiants, c'est-à-dire pas comme réponse aux 4 grandes questions ontologiques. C'est possible. Oui. C'est un signifiant, c'est-à-dire cela lui échappe. Comme le montre le paradigme, il ne sait pas qu'il est en train d'être pressé de trouver le lieu de la formule à chaque fois, à chaque seconde. Il ne le sait pas. Mais il appelle ça sans doute la liberté libre. Donc il est très différent que cela soit de l'ordre du signifiant.
Il y a une question que tu voulais aborder dans la discussion, je sais. Tu m'as dit. Oui, je voudrais proposer l'historicité de cette affaire. Oui. En ai-je le temps? Comment? En ai-je l'autorisation et le temps? Mais tu as 3 minutes. Il faudrait s'entendre sur cette question de la poésie. Rationnellement, autant que l'on peut, je propose ceci. La poésie est formée de définitions contradictoires. Aux classiques succèdent les romantiques, aux parnassiens, les romantiques aux parnassiens, les symbolistes aux parnassiens, etc. Une anthologie, celle de, par exemple, Jean-François Revel, qui n'était pas spécialement un connaisseur, mais qui tenait que la poésie était de l'ordre des symbolistes. Revel a fait une anthologie en bouquin, une anthologie symboliste. Quelques années auparavant, l'admirable revue Les Cahiers du Sud, composée par Jean Tortel, avait publié une anthologie des poètes français du XVIIe siècle, les baroques. Or, il n'y a aucune possibilité d'unifier les deux anthologies. La question est, pour la validité du concept, qu'est-ce qui unifie un concept, c'est-à-dire les objets différents qui s'en réclament? La réponse est très claire, elle vient d'Aristote. Dans la poétique, Aristote définit les formes de poésie, lyrique, dramatique, épique, élégiaque, en cela qu'elles sont reconnues par des conventions formelles. Cela a lieu dans toutes les cultures. Par conséquent, ce qui unifie le concept de poésie, ce sont des conventions formelles prosodiques. Nous avons donc non pas des définitions de la poésie, mais une ère A-I-R-E et une ère E, accent grave, R-E, de définition qui forment cette unité que je daterai de moins 340, c'est-à-dire d'Aristote, à 1857. Il se passe en 1857 ceci, que Baudelaire, en 1857, publiant Les Fleurs du Mal, publie de même, la même année, un poème, L'invitation au voyage en prose. 1857. Autrement dit, désormais, la poésie n'est plus un flacon, c'est un parfum. Il y a ce que l'on appelle une révolution, mais abandonnons ce terme sanguinaire et récupéré par la publicité. J'appellerais ça une abruption, c'est-à-dire l'abruption au sens de Fontanier, c'est ce qui déplace et étend un champ. Alors, il y a une abruption de 1857 qui est due qui est causée par Apollinaire, par Baudelaire, mais elle aurait pu avoir lieu au siècle précédent avec Fénelon. Elle est brevetée à ce moment-là par 1857. Autrement dit, à partir de 1857, il y a une ère de définition symboliste qui inclut dans le concept de poésie non seulement la prosodie, mais la prose. Prose du spleen de Paris, des illuminations, de divagation, antérieurement d'Aliosus Bertrand, et cette conception règne encore de nos jours. Vous voyez l'admirable collection de poésie Gallimard, il y a attestant de ce concept de poésie qui n'a plus sa fonction seulement dans la convention formelle de prosodie, mais qui est étendu à toutes les proses, même les plus dépourvues de formes antérieures prosodiques, même les plus dépourvues. C'est la conception symboliste.
il y a une nouvelle abruption en 1913. C'est l'abruption réaliste, pas réaliste, mais réaliste, c'est-à-dire utiliser des objets, entre guillemets, réels, comme fit Marcel Duchamp, introduisant au musée l'urinoir. Et pour bien comprendre, imaginez Yves Klein. On en a fini avec la représentation de Vénus de Giorgione dans la nature. Yves Klein s'empare du corps de la femme et la projette directement sur la toile. Eh bien, j'ai fini, parce qu'il y a donc à nouveau une extension du champ des définitions possibles. Et pour finir, je peux, devant cette cible, montrer premièrement l'extension du champ du concept de poésie qui, telles certaines étoiles, s'allonge, s'agrandit tellement qu'elles explosent. Et en effet, il y a explosion du concept de poésie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un cercle supplémentaire avec le virtuel, aujourd'hui, le concept est à l'état gazeux. Ça n'a plus aucun sens de dire la poésie, c'est-à-dire c'est ajouter un coup de brumisateur sur cet état gazeux. Mais si je reviens sur les cibles antérieures, sur les ères précédentes, je peux situer ce propos sur Rimbaud. Le premier, c'est l'ère symboliste. Dans l'ère symboliste, Arthur Rimbaud aura été compris, il règne avec les grands poètes Baudelaire et Mallarmé, il est perçu comme le grand poète, entre guillemets, symboliste, celui qui a lu aussi en prose. Et là, vous reconnaissez également les surréalistes qui, plus tard, vont saluer cette ère symboliste à laquelle eux aussi appartiennent. Mais vous voyez la grande rupture de 1913. Les dadaïstes refusent l'intérêt des surréalistes pour la poésie de Rimbaud. Ce que les dadaïstes de 1913, à partir de 1913, saluent dans l'aventure rimbalienne, c'est la dimension, entre guillemets, réelle, ce que j'appelle la poésie, qui est débarrassée de la dimension symbolique, c'est-à-dire débarrassée des questions de la langue, qui vont plus loin, qui sont dans le réel. De sorte que on peut voir sur l'extension de l'ère de définition possible de la poésie deux choses. Premièrement, Rimbaud en finit avec la poésie au sens de l'ère symboliste, mais il en finit également avec la poésie au sens de l'ère réaliste. Merci, je crois qu'on va arrêter là. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 1913. La semaine prochaine, je crois que nous recevons pour le séminaire Nathalie Heinisch, qui nous donnera donc un point de vue de sociologue sur cette fin. Merci. Merci, cher Antoine.